va passer au volet numéro 2 de cette histoire de la Lorraine, en ne se consacrant qu'à la partie annexée en 1871 par l'Empire, c'est-à-dire la Moselle et puis quelques communes de Meurthe-et-Moselle. En 1871, donc, l'Alsace et la partie, soi-disant, germanique de la Lorraine sont annexées par l'Empire d'Allemagne. Jusqu'en 1872, je n'ai pas la date exacte en tête, j'ai pas envie de faire ces recherches-là, mais c'est en 1872, les Alsaciens et les Mosellans annexés avaient la possibilité d'opter pour la nationalité française. Ils pouvaient aussi opter pour la nationalité allemande, ou ne rien faire du tout. D'après 7 recueils de noms que j'ai trouvés sur un vide-grenier, il y a 130 000 personnes, 130 000 sur l'ensemble des départements annexés, qui ont opté pour la nationalité française. Alors, il y en avait certains qui étaient déjà partis en Algérie, d'autres qui étaient en Suisse. Mais en fait, on s'aperçoit d'une chose. Sur les 130 000, seuls 50 000 ont émigré. Les autres ont fait un petit aller-retour de l'autre côté de la frontière, que ce soit pour les Alsaciens, la Suisse, enfin les Alsaciens du Sud, ceux du Haut-Rhin, ou alors au nord en Lorraine, ils ont fait un saut à Nancy ou ailleurs, ont déclaré une adresse, se sont déclarés et sont rentrés à la maison. Le fait qu'ils avaient opté pour cette nationalité française leur retirait le droit de vote à la députation pour le Parlement allemand. Mais ça ne les a pas empêchés de vivre chez eux. C'est-à-dire que, en réalité, l'Empire d'Allemagne n'a pas expulsé les gens. Ils avaient le choix de rester et de voter ou pas. Mais ils n'ont pas été expulsés, ils ont pu rester chez eux. Je dis pas bien tranquillement, si, bien tranquillement. Alors dans ma famille, du côté de ma mère, quelqu'un, je ne sais plus qui, je pense que c'était forcément les grands-parents, avait opté pour la nationalité française, mais était resté sur place. Du côté de mon père, je ne sais pas, je crois que tout ça leur passait un peu par-dessus la tête, et que l'essentiel pour eux, c'était de rester chez eux. À partir donc de cette annexion de l'Alsace en bloc, l'Alsace c'est en bloc, c'est-à-dire que c'est toute une région avec son particularisme qui est passé derrière la frontière du Reich. Par contre, la Moselle, ce n'était qu'une partie de la Lorraine. Et cette annexion, en fin de compte, a eu pour effet de faire se renforcer le sentiment d'appartenance à la Lorraine, et donc à la France. Mais avant tout, je crois quand même à la Lorraine. Les gens qui sont donc restés sur place se sont vus pas vraiment envahis, mais il y a eu quand même pas mal d'Allemands qui sont venus s'installer en Moselle. Mais pas tant que ça. En fait, ce qui s'est surtout passé, c'est que le début d'industrialisation qui avait été effectué par Napoléon III, enfin, par l'époque de l'Empire français, s'est continué et s'est accéléré, considérablement accéléré, du fait de l'organisation allemande. Il y avait déjà une industrie, mais l'industrie de 1870 ne peut pas être comparée à celle de 1914. La Moselle était une région peuplée. Donc, les habitants devaient pas mal travailler pour se nourrir et se vêtir et habiter sur place. Les parcelles de terre des paysans étaient très petites. Et cette industrialisation leur a permis
de doubler leur activité, c'est-à-dire qu'ils sont très très souvent devenus des ouvriers paysans. Le monde de la Moselle n'est pas qu'un monde de paysans, c'est aussi un monde d'ouvriers. Bon, bien sûr, l'extraction du charbon, bassin de Merlebac, etc., les premières aciéries. Le bassin de Briey avait échappé. Les Français s'étaient démerdés en 1870 pour le conserver. Ça me permettait de faire une fonte phosphoreuse de mauvaise qualité, mais ça permettait quand même de faire de la ferraille. Côté mosellan, il y avait l'exemple déjà de la Sarre, avec les grandes aciéries de la Sarre, les charbonnages de la Sarre, qui ont entraîné, en fin de compte, le développement de l'industrie lourde, et puis tout ce qui va autour. Et puis l'industrie chimique aussi, je vous en reparlerai, puisqu'elle tient une place importante dans la vie de ma famille. Donc tout ce pays, germanique, parlant le francique, a conservé tout au fond de son cœur, pas tellement au fond, ça débordait pas mal, son sentiment d'appartenance à la Lorraine et par cela même à la France. Il n'était pas interdit, il n'était pas interdit dans un système fédéraliste comme le système allemand de dire qu'on était lorrain, ni même alsacien. Par contre, de dire qu'on était français, ça passait pas. Alors, dire que je suis lorrain, ça voulait dire en sous-titre, je suis français. Alors évidemment, il y a eu tout le folklore autour de tout ça. Et ce folklore a quand même été pas mal prolongé par la lecture des gens. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il y avait les journaux. À Metz, qui prenait de plus en plus d'importance puisque ça devenait carrément une capitale régionale, à Metz, il y avait pas mal de journaux qui étaient bilingues. Et puis les gens, c'était dans ma famille maternelle, ils s'abonnaient aux Messins qui parlaient, qui écrivaient, aussi bien en allemand qu'en français. Et puis toutes les semaines paraissait un supplément qui était la famille Lorraine illustrée. Et mes grands-parents conservaient précieusement chaque semaine cet exemplaire de la famille. Et à la fin de l'année, ils le faisaient relier, ce qui fait que j'ai retrouvé chez mes parents tous ces bouquins, ça commençait vers 1895 par là, et ça allait jusqu'en 1912-1913. Oh, c'était très édulcoré, il n'y avait pas de propagande directe, mais il y avait des caricatures de Paris, il y avait des articles sur la mode, et il y avait, on parlait quand même pas mal des colonies françaises. Enfin, indirectement, ça permettait aux gens de continuer un petit peu à voir ce qui se passait à l'intérieur. Et puis, il y a eu aussi cette fameuse exposition coloniale de Nancy, je crois que c'était en 1909, où les gens se sont précipités pour aller voir, parce que c'était quand même un truc exceptionnel. C'était la France qui exposait son empire. D'ailleurs, ma mère m'avait raconté une anecdote dans cette exposition coloniale, parce que ça se faisait comme ça à l'époque. Il montrait comment vivaient les gens en Afrique, et puis il y avait la reproduction d'un village africain avec des négresses en boubou, les types avec des saguets, etc. Et il y avait une femme qui était là, tout ça derrière des grilles, comme des singes, quoi, qui était là avec un bébé dans les bras et qui devait l'allaiter. Et ma mère, qui à l'époque avait 4 ans, voulait absolument, comme poupée, avoir ce bébé noir. Et ça a dû faire du bruit dans Landerneau parce qu'ils ont dû lui acheter une vraie poupée, ils ont dû la consoler, elle se roulait par terre. Enfin, c'était épouvantable. Elle voulait ce bébé. Pour vous dire que elle n'a pas dû être la seule à être impressionnée par cette exposition coloniale, visitée par des centaines de milliers d'Alsaciens et de Mosellans. Donc il y avait un souvenir de la France. À ce titre-là, vous pourrez fouiller sur YouTube.
Et vous tapez « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », et là vous allez vous apercevoir que cette chanson, enfin c'est une marche, c'est vraiment de la propagande. Et je me souviens très bien, quand j'étais petit, ma mère était capable de le chanter du début jusqu'à la fin. Donc elle avait appris avant 14. Ainsi d'ailleurs que le clairon de Déroulède. Enfin, c'est toute une France folklorique, mythique, qui s'est imprimée dans l'esprit des gens. Oh, tous n'étaient pas francophiles à tout craint. Il n'y a pas eu de résistance armée en 14-18 ans en Moselle. Mais quand même, il s'est passé des trucs. Mon grand-père paternel, au début de la guerre, il s'était permis de dire dans un bistrot, qu'il fréquentait peut-être un peu trop, que l'empereur Guillaume allait prendre une déculottée. C'était un gros con. Enfin, il a dû l'insulter sérieusement parce qu'il a été arrêté par la maréchaussée teutonne et il a passé 8 ou 10 mois en forteresse à Karlsruhe. C'était même plus de la correctionnelle, c'était du pénal. Donc il a dit tout haut un jour, sans doute de cuite un peu trop arrosé, il a dit tout haut ce que quand même pas mal de gens pensaient tout bas. En réalité, dès que la guerre s'est déclenchée, les gens n'ont eu qu'un espoir qu'ils ne pouvaient pas vraiment exprimer. Enfin, je parle de la Moselle, en Alsace aussi, je pense, qu'un espoir, c'est de voir débouler les pantalons rouges par la route de Nancy, avec le clairon de Déroulède en tête. Bon, ça c'était du rêve. La réalité a été un peu différente. La réalité a été que les Allemands ont mobilisé, que les Alsaciens et les Mosellans ont fait leur devoir. Au début de la guerre, on les a plutôt expédiés sur le front de l'Est. On les a pas trop fait se confronter avec leurs cousins français. Mais il y en a eu pas mal quand même qui ont été confrontés aux Anglais. Et là, ils ont fait leur boulot. Quand on leur demandait de casser de l'anglais, ils cassaient de l'anglais. Ça ne dérangeait pas. D'ailleurs, ça n'aurait pas dérangé les Français non plus. Bon là, c'est pas très politiquement correct ce que je dis là en ce moment. Mais aussi dans mes pérégrinations de Schiller, je suis tombé sur un texte tout à fait étonnant d'un capitaine qui s'appelait Drian, professeur à l'école de guerre à Paris, donc avant 14, et qui avait pondu tout un fascicule que j'ai lu sur pourquoi il faut faire la guerre à l'Angleterre et comment la préparer. Ça s'enseignait à l'école de guerre à Paris. Ce colonel Drian, il est devenu colonel par la suite, et c'est lui qui a subi le premier choc en 1916 de l'attaque allemande de Verdun. Il s'est fait tuer sur place, comme on le lui avait demandé, il a fait son devoir jusqu'au bout, contre des Allemands. À croire qu'il aurait peut-être fait la même chose contre d'autres que des Allemands. Enfin, l'état d'esprit n'était pas tellement à l'entente cordiale en France en 1900. C'est seulement après que, quand il a fallu que les démocraties se défendent contre l'absolutisme germanique. Les démocraties dont la Russie impériale autocratique, l'Angleterre qui était quand même un royaume, la Belgique qui était un royaume, et puis les Français là-dedans qui étaient pas un royaume, mais qui avaient donc une revanche à prendre. Et puis qui ont été quand même, je pense, pas mal préparés à ça pendant 40 ans. Donc je reviens en Lorraine et en Moselle, quand même, puisque c'est de ça qu'on parle, parce que là je dévie pas mal. Je reviens au mois d'août 1914. La guerre est déclarée, la mobilisation est terminée, et ma mère m'a raconté un événement qui est sans doute celui qui l'a le plus marqué dans son enfance, et peut-être même, je devrais dire, traumatisé. Un peu avant le 20 août 1914, il y a des ordres qui arrivent de la mairie de Sarralbe qu'il faut mettre des sceaux
remplis d'eau devant les maisons, que les gens se tiennent prêts à distribuer des sandwichs, enfin, du pain, des tartines, etc. Et là, commence un déferlement. Régiment après régiment, des Bavarois. C'était uniquement des Bavarois. Traversent la ville avec des chevaux, des canons, avec des charrois divers, avec je sais plus, des caissons, voilà. Des cuisines roulantes, et puis des types qui marchent, et puis des mecs à cheval. Et ça n'arrête pas. Ma mère m'a dit que ça a duré 3 jours. Ils arrivaient par la route au nord, par la route de Strasbourg. Ça a duré 3 jours. Et elle a dit, il y avait tellement de soldats qui passaient que la ville avait une odeur. Elle sentait la graisse à fusil, le cuir neuf et la sueur. Donc, ils sont passés. Et là, les gens attendent. Et on apprend que les Français ont attaqué. Il y avait à Sarah 2 médecins. Un médecin lorrain, français, et un médecin d'importation, un médecin allemand. C'étaient des frères ennemis. Ils se partageaient la clientèle et se connaissaient fort bien. Ils devaient s'apprécier. À la nouvelle que les Français attaquent, bon, l'un pense que les Allemands vont gagner, forcément, l'autre que c'est les Français, et pour être sûr de leur coup, eh bien, ils décident d'aller voir. Ben voilà nos 2 compères, dans une bagnole de l'époque, je ne sais pas ce que c'était comme marque, mais ça devait être certainement une espèce de torpedo décapotable. Les voilà partis en direction de Morhange, où on pensait que les Bavarois allaient tenter d'arrêter l'armée française. Arrivés aux confins, à la sortie de la forêt, ils se font arrêter par des sentinelles allemands, qui les prient de faire ou demi-tour ou de planquer la voiture, parce qu'on peut la voir de loin, ça brillait, hein, il y avait des cuivres. Alors ils cachent la voiture, ils sortent de la bagnole, se mettent dans un fossé et regardent. Dans la minute qui suit, un obus tombe sur la voiture. Ils étaient pas, mais ils étaient à pied. Et là, ils ont vu comment l'armée bavaroise a flingué l'armée française. Alors, les Allemands, déjà à l'époque, ils avaient beau avoir des casques à pointe, mais enfin, pour pas qu'on voit trop la pointe brillante, ils avaient quand même une protection en tissu gris. Ils étaient habillés en teinte sombre, c'était une couleur grise, gris foncé, qu'on appelait le Feldgrau, le gris des champs. Les Français, à part certaines troupes, les troupes de marine, les chasseurs à pied, la grande majorité de l'armée française, y compris la cavalerie, était en bleu, mais un bleu qui était assez voyant. C'était pas du bleu sombre, pas bleu canard non plus. Enfin, c'était un bleu qui était quand même relativement clair. Et ils avaient des pantalons rouges. Alors ça, c'est bien. Et je sais, c'est bien pour un défilé, c'est joli. Mais sur un champ de bataille, c'est visible. Ce qui fait que pour ajuster leurs mitrailleuses, les Bavarois n'ont pas eu de très très gros problèmes. Ils visaient tout ce qui était rouge. Et la plus grande partie des blessés français ont d'ailleurs été blessés au ventre. Ça a duré toute la journée. Et à la fin de la journée, bien, les Français ont commencé à se replier. Enfin, ceux qui étaient encore sur leurs pattes, parce qu'il y en avait quand même quelques milliers qui étaient fauchés dans les prairies. Je sais pas combien il y a eu de morts, mais je crois qu'il y a eu dans les 30 000 morts, quoi. Enfin, ça a été un massacre épouvantable. La mitrailleuse Maxim, même si elle tirait moins vite que la mitrailleuse Hotchkiss, elle faisait des sacrés dégâts. Et elle avait une qualité, elle ne s'enrayait pas. Les étuis de cartouches étaient cylindriques. La mitrailleuse française avait des Hotchkiss qui étaient très rapides, qui était une excellente mitrailleuse, mais elle utilisait des cartouches du Lebel qui avaient un étui conique qui faisait que ça coinçait de temps en temps. En plus de ça, le refroidissement technique, enfin le refroidissement, parce que ça chauffe une mitrailleuse, le refroidissement des mitrailleuses françaises était un refroidissement à air. Il n'y avait pas de refroidissement, il y avait des ailettes,
et au bout d'un certain nombre de coups tirés, ben, ça s'arrêtait parce que c'était trop chaud, ou on changeait le canon, ou on attendait que ça refroidisse. Les Allemands avaient une mitrailleuse Maxim avec un refroidissement à eau, c'est-à-dire que lorsque c'était chaud, ben, ils pouvaient toujours vider leur gourde, et puis quand il n'y avait plus leur gourde, ils pouvaient toujours pisser dans le réservoir. Les mitrailleuses Maxim ne s'en rayaient pas. Bon, enfin, au soir de cette bataille, ouais, je sais pas si elle a duré un jour ou deux, mais je crois qu'elle a duré, la grosse bataille n'a duré qu'une journée. Au soir de cette bataille, bon, ben, on a ramassé les blessés, les Français ont reflué, on ramasse les blessés, aussi bien les blessés allemands que les blessés français d'ailleurs, et puis aussi il y avait des prisonniers. Et là, ma mère se souvient d'avoir vu, en sens inverse, les prisonniers français. Alors ces pantalons rouges qu'on attendait, baïonnette canon avec le clairon, hein, eh ben ils sont arrivés dépenaillés, sans armes, traînant la patte, pas mal étaient blessés. Ça faisait déjà ils avaient marché pendant des jours et des jours, cavalé pendant toute la bataille. Ces types-là n'avaient plus dormi depuis 2 ou 3 jours, ils étaient au bout. Alors, même opération, les gens sont venus avec des seaux d'eau, du pain, ce qu'il fallait pour consoler les piou-piou. Les Allemands voyaient ça d'un mauvais œil, mais laissaient faire, parce que c'était toujours ça qu'ils n'auraient pas à donner eux-mêmes, parce qu'il y avait quand même, je sais pas combien, mais je crois qu'il y avait 15 000 prisonniers. Enfin, ça faisait du monde quand même, hein, c'était pas mal. Et puis donc, les gens les ont vus passer, et là ma mère m'a dit c'était plus la même odeur. Ça sentait la laine mouillée, le vin rouge et l'ail. Bon, peut-être aussi c'est du fabriqué tout ça. Mais c'est pour dire que c'était quand même une grande différence. En plus, elle avait observé que les hommes étaient plus petits. C'est vrai que beaucoup de ces régiments venaient du sud de la France et que la taille du conscrit allemand était en moyenne de 8 cm supérieure à celle du conscrit français. Et puis il y avait ces pantalons rouges, et aussi une chose tout à fait exceptionnelle, tous ces gars de la campagne, dépenaillés avec des ficelles aux godasses, ils avaient une chose que les Allemands n'avaient plus depuis pas mal de temps, ils avaient de l'or. Quel que soit le paysan, pauvre ou riche, la mère avait réussi à coudre dans la ceinture quelques pièces d'or, ou beaucoup pour ceux qui étaient riches. Et ces gars-là, sachant qu'ils allaient se retrouver en Allemagne, où ils auraient du mal à s'en sortir, et qu'ils avaient encore en face d'eux des gens qui les comprenaient et qui parlaient français, sortaient leur or et essayaient d'acheter qui un jambon, qui une couverture, parce qu'ils savaient bien que ça pouvait durer longtemps. Eux, ils s'étaient rendus compte que la guerre allait durer. Et là, les gens ont vu sortir de l'or. Et ça, c'est tout à fait étonnant. En Allemagne, l'or n'était plus la monnaie qu'on utilisait. Elle existait, bien sûr. Mais en France, avec une pièce de 20 francs, on allait à la banque, on vous donnait un billet. Vous alliez avec 2 billets de 10 francs à la banque, on vous donnait, en échange de ces 20 francs papier, on vous donnait une pièce d'or. L'or était la monnaie qu'on utilisait. C'est ça qu'on mettait dans les chaussettes ou qu'on cachait on cachait entre les draps. Cette habitude de l'or avait été conservée en Moselle. Elle avait été conservée. Les gens qui avaient encore quelques Napoléons d'avant l'annexion, ils s'étaient efforcés de les garder et de ne pas les changer contre des pièces allemandes. Alors ça aussi, c'était la France, c'était le pays de l'or. Et puis après, il y a eu les blessés. Alors là, je crois que là aussi, ça a été un gros traumatisme. Ma mère m'a raconté qu'elle se souvenait qu'elle était dans la cour de l'école et que la sœur Tourière, parce que c'était des bonnes sœurs qui tenaient l'école, elle était en milieu de cette cour, elle pleurait comme une madeleine, en tenant les 2 bords de son tablier qui étaient remplis de mains et de pieds, enfin de ce qui avait été amputé aux types qui avaient été blessés. Il fallait les amputer puisqu'ils avaient déjà traîné 24 heures sur le champ de bataille, automatiquement la gangrène s'y mettait. Alors elle se souvenait de ça. L'école était transformée en hôpital. Les blessés les plus graves étaient transportés sur de la paille dans des péniches. Et puis les Allemands soignaient tout le monde, en priorité bien sûr les
Bien sûr, ils soignaient les officiers, puis les soldats allemands. Mais ils ont soigné les Français aussi. Il n'y a pas eu, enfin, d'après ce que m'a dit ma mère, mais dans ce patelin-là, il n'y a pas eu d'exaction. Alors voilà un peu le sentiment, cette petite fille de 4 ans qui avait été imbibée de patriotisme, les sentiments sont restés. Mais je crois que c'est quand même représentatif de la mentalité de l'ensemble de la population. Même si depuis 45 ans, il n'avait plus vu flotter un drapeau français, même si le Parlement de Metz fonctionnait, il y avait des indépendantistes, d'ailleurs qui étaient soutenus par l'Allemagne de manière assez étonnante, qui devaient trouver bien qu'il faille diviser les mentalités. Mais avant d'être français, il y avait toujours ce sentiment d'appartenir à la Lorraine. Et je crois que ça a été quelque chose de très fort. Il n'était pas normal qu'un soldat de la Moselle tire sur un soldat français. À partir du moment où il était lorrain, ça pouvait encore s'expliquer puisqu'il était de toute façon différent. Ils tiraient pas exprès ni avec plaisir, ça je ne le crois pas. Mais bon, ils faisaient leur boulot. Ils faisaient leur boulot parce que c'était l'habitude, que le curé le leur avait dit, qu'il fallait le faire. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'un soldat mosellan ou alsacien sous l'uniforme allemand l'ait fait par patriotisme allemand. Ça, je l'ai jamais entendu. Qu'il l'ait fait par devoir, ou parce qu'il protégeait sa famille, parce qu'on a vu 20 ans plus tard ce qui s'est passé lors de la deuxième annexion de l'oncle Adolphe. Il y avait quand même une méfiance. On pouvait pas trop dire du mal de l'empereur. La preuve, mon grand-père qui s'est retrouvé au trou, alors que c'était pas un sanguinaire, d'après ce que j'ai compris. En fait, c'était lui qui avait, à l'époque, dans les années 1909-8, qui avait dirigé le groupe qui était chargé de construire la nouvelle église. Alors, c'était pas un sanguinaire, puis il était de toute façon trop vieux pour faire la guerre à ce moment-là, puisqu'il devait être né vers 1866. Non, c'est de la connerie bistrotique. Mais bon, c'est quand même la réalité. Alors toute cette Moselle va traverser cette guerre de 14-18 avec la même problématique que l'Allemagne. À partir de 1916, au moment de la déclaration Balfour, lorsque la finance mondiale a tourné le dos à l'Allemagne, il devenait difficile, les Allemands avaient un mal de chien à emprunter pour continuer cette guerre. Et bon, qui a morflé, c'est la population. Il y avait moins de nourriture possible. Et il y a des régions d'Allemagne, surtout dans les grandes villes du Nord, où des gens ont eu faim et peut-être même sont morts de faim. Bon, en Lorraine, c'était pas le cas, il y avait encore des potagers, il y avait toujours moyen d'élever un lapin. Mais même, les lapins et les poules étaient comptés. On pouvait pas élever un cochon sans déclarer qu'on avait élevé un cochon. Et si on élevait un cochon, on payait des taxes qui revenaient aussi cher que si on l'avait acheté à la boucherie. Mon grand-père maternel a élevé un cochon dans la cave. Mais quand ce cochon est devenu assez grand, il fallait le tuer, ce cochon. Quand on tue un cochon, ça fait un bruit terrible. Tout le patelin est au courant qu'on est en train de tuer le cochon. Moi, j'ai vu une fois un abattage de cochon à la campagne. C'est absolument terrible ce qu'un cochon peut gueuler. Alors, il fallait pas qu'il gueule. Alors on allait voir le pharmacien pour que le pharmacien vous fournisse du chloroforme ou de l'éther pour endormir le cochon avant de l'abattre. Le pharmacien était pas con. Lui aussi,
son éther et son chloroforme étaient comptés, tout était comptabilisé. Les Allemands avaient déjà à l'époque une organisation exceptionnelle. Alors, c'était un risque pour le pharmacien. Alors, il fournissait la fiole d'éther, mais en échange, il fallait lui filer un jambon. Enfin bon, de toute façon, on était taxé. Mais pour qu'on en arrive là, il faut quand même qu'il y ait des grosses difficultés. On n'était plus dans le marché noir, on était dans la survie. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, il y a des tas d'autres épisodes. Il y a des Français qui s'évadaient des stalags. Et une fois, il y en a qui ont été repérés par mon grand-père. Il trouve qu'il y a des mouvements bizarres, des bruits bizarres près de la maison. Il va voir. Et puis il y a deux types qui se planquent dans le fossé le long de la route, sous des branchages. Mais ça, c'est un truc à se faire fusiller, ce genre de choses. Si on aide un prisonnier qui s'évade, on y réfléchit à deux fois, ou alors on le fait intelligemment. Ils ont fait de nuit rentrer les deux prisonniers dans la maison, parce que c'était des Français quand même, hein. Et puis, ils les ont nourris, parce qu'ils avaient rien bouffé, les types, depuis plusieurs jours. Ils se planquaient le jour et marchaient la nuit. Et ils avaient de grosses difficultés, c'est qu'ils n'avaient pas un mot d'allemand, et qu'ils n'avaient pas la géographie de l'Allemagne en tête. Ils ont eu de la chance d'arriver en Lorraine encore. Ils ont marché aux étoiles, en fin de compte. Et là, coup de chance, mon grand-père avait une boussole. Alors il leur a donné une boussole. Il leur a donné une carte de la région qui leur permettait de descendre, si possible, en Alsace ou de passer par les Vosges. Et là, il y avait des lignes à traverser. C'était pas évident. Pour aller jusqu'en Suisse, il fallait longer le Rhin, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Alors, les grands-parents leur ont rempli la musette avec de la Boostify, ce qu'ils avaient, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Et puis, les types sont repartis à la nuit, le lendemain, avec leur boussole et leur nourriture. Et puis, mes parents, ils n'ont pas eu de nouvelles. Ils ne savent pas ce que c'est devenu. Enfin, ils avaient au moins une boussole pour se diriger. Pour vous dire que c'était quand même difficile. On ne pouvait pas tout se permettre. Les Allemands ne plaisantaient pas. Bon, ça fait maintenant une demi-heure que je vous raconte tout ça. Je vais en rester là pour vous parler de ce qu'a été la libération de cette Moselle en 1918. Il y en a pas mal à dire et pas toujours sympa. À bientôt.